Bonjour. Je vais d'abord, la présentation, je l'ai proposée, et bien sûr, elle est devenue autre chose que ce que j'avais proposé initialement, ce qui arrive souvent. Je l'ai proposée comme une sorte d'introduction à une discussion, à une table ronde. Donc, ayez bien ça à l'esprit, c'est-à-dire que ce que je vais dire n'est pas du tout loin de moi, ni l'esprit, ni les possibilités, un discours d'autorité concernant. Si? Non? Ouais. Le son marche. Donc, c'est pas du tout un discours d'autorité, c'est vraiment un certain nombre d'idées et de propos destinés à ouvrir à la discussion que j'espère on aura après, en particulier avec Stéphane Lemerle, spécialiste du cloud souverain chez Orange. Donc, on discutera de tout ça tout à l'heure. Donc, qui je suis? Moi, je suis un responsable sécurité. C'est ce que finissent par faire les gens qui travaillent dans la sécurité quand ils vieillissent, souvent, et qui n'ont plus vraiment envie de travailler. Et donc, j'assure la sécurité d'une société. Mais finalement, le plus intéressant ici, c'est que j'ai fait du Fortran. Donc, il y en a à qui ça ne parle peut-être pas, mais moi, j'en ai fait. Et donc, c'était au siècle dernier, presque. Les objectifs aujourd'hui que je donne, encore une fois, à l'ouverture, à cette discussion, hein, c'est discuter les raisons d'aller ou pas, de rester ou de quitter le cloud. Ça peut paraître un peu surprenant comme question à une époque où la question elle-même, la question semble résolue pour énormément de gens. C'est-à-dire que c'est comme une sorte d'évidence qu'il faut être dans le cloud, mais peut-être que ça vaut la peine de temps en temps de se reposer un certain nombre de questions. Bien sûr, vu par un prisme sécurité, mais sans aborder uniquement les aspects sécurité, c'est-à-dire que vous verrez que je vais évoquer quelques autres aspects qui me paraissent pas pouvoir être négligés quand on parle de cloud, pour pas se contenter de contraintes, de clichés. Et puis, encore une fois, je ne vais pas expliciter parce que ça ne peut pas exister une méthode unique pour trouver des réponses à ces questions-là, mais peut-être évoquer quelques pistes qui peuvent permettre d'en construire des méthodes adaptées à son contexte. Bien sûr, pour gagner un petit peu de temps, j'ai commencé un peu en retard, donc jusqu'à quelle heure est-ce que je me donne? C'est-à-dire moins le quart, c'est ça? À peu près? OK. Donc, pour gagner un peu de temps, j'avais anticipé, on ne revient pas sur les définitions. Je fais l'hypothèse que la plupart d'entre vous, que tous, vous savez les définitions globales de ce que c'est que ces concepts de cloud. Et puis, il faut toujours rappeler les bases. Le cloud, essentiellement, c'est un ordinateur qui est pas à soi. C'est évident, mais ça a des conséquences quand on va se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui. Le prisme sécurité, je vais le commencer par passer en revue quelques articles très rapidement. Quelques articles qui... vous vous m'entendez bien dans le fond? Oui? C'est bon. Quelques articles que j'ai mis. Les slides ne bougent pas. Je vais meubler en attendant. Donc, les quelques slides que je vais passer là sont issus directement d'une veille qu'on fait, que mon équipe sécurité et moi on fait dans notre groupe. Euh, voilà, on regarde ce qui se passe dans la presse et puis on envoie toutes les semaines un mail en interne qui regroupe voilà, des éléments de veille. Et donc, c'est tout à fait subjectif ce que je vais montrer. C'est pas du tout exhaustif. Pas forcément d'ailleurs très significatif. Ce sont des points, des articles qui ont attiré mon attention. Voilà. Le premier, celui-ci, j'espère que vous le voyez, non? Bah, c'est l'histoire. Donc, c'est bien sûr des événements de sécurité qui ont à voir avec le cloud. Donc là, en l'occurrence, c'est le récit relativement détaillé de la façon dont des groupes affiliés à la Chine,
très probablement, très certainement, ont réussi à récupérer des clés crypto chez Microsoft. En l'occurrence, ce sont des clés crypto qui se sont retrouvées dans un dump qui est passé de la production sur l'environnement de développement qui s'est retrouvé accessible. Et ces clés crypto donnaient des accès, permettaient plutôt de construire des tokens qui donnaient des accès à Microsoft Azure. Et ça, c'était septembre 2023. Donc, quand je parle de pourquoi je parle de Microsoft, c'est bien sûr parce que c'est un des acteurs majeurs, un des gros du marché. Donc, ce que ça illustre, ça, une relative évidence, mais qu'il est bon de rappeler, c'est que, y compris les très gros qui émettent beaucoup de moyens, sont vulnérables parfois à des événements relativement simples. Quand si vous lisez l'article, vous verrez que ce n'est pas simple et trivial, mais relativement simple par rapport à d'autres cas d'attaque sur lesquels j'ai pu travailler. Un deuxième exemple, Firebase, une base de données qui, c'est bien, qui switch entre les écrans, qui, du fait d'une erreur de configuration, a permis de donner l'accès à 900 sites web parce que la base de données s'est retrouvée accessible et donc des credentials ont été accédés. Cette histoire-là, c'est une vieille histoire puisqu'elle remonte à 2016 et elle s'étend après sur plusieurs années. Et elle est assez intéressante. Je vous invite vraiment à la lire à tête reposée. D'ailleurs, une remarque en passant, c'est qu'on est tous et toutes souvent entraînés par le quotidien, entraînés par le mail idiot auquel il faut répondre, entraînés par les collègues avec qui on va boire un café, et c'est quand même important, mais entraînés par tout un tas de choses du quotidien qui et ce qui a pour conséquence qu'on ne prend pas suffisamment de temps, je ne prends pas suffisamment de temps pour ne pas généraliser, pour lire des choses un peu de fond, que ce soit des documents, comme des documents, je sais pas, de l'ANSSI dont je parlais tout à l'heure, que ce soit des articles un peu qui décrivent des sortes de sagas sur le fond, ou que ce soit de la bonne littérature quand on veut lire des choses intéressantes. En l'occurrence, cet article qui est relativement long, il décrit la façon dont Microsoft, à une certaine époque, a délibérément choisi de ne pas corriger une vulnérabilité qui existait sur l'ADFS. Pour ceux qui connaissent, c'est une sorte d'Active Directory, un annuaire d'entreprise qui est en contact d'Internet, donc qui est initialement une sorte d'annuaire en lecture seule qui permet de donner l'accès quand on se connecte depuis l'extérieur. Et quand Microsoft a développé ses solutions de cloud, ils se sont assez naturellement servis de cette ADFS pour donner également l'accès sur l'Azure AD, c'est-à-dire sur leur cloud Microsoft. Et ça, par l'intermédiaire de SAML, SAML, une sorte de protocole format. Et il se trouve qu'il y avait une vulnérabilité sur l'ADFS qui permettait en forgeant des requêtes SAML, de se donner des accès sur Azure AD, ce qui a été exploité. Et pendant plusieurs années, Microsoft a rechigné à faire les mises à jour nécessaires. Pourquoi rechigner? Parce que ça impliquait énormément de changements. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve relativement souvent chez les offreurs informatiques de façon générale, mais ceux du cloud aussi. Et on verra tout à l'heure pourquoi la concentration qu'implique l'utilisation massive de certains acteurs du cloud est peut-être particulièrement problématique dans ce cas-là. Snowflake, c'est un éditeur de bases de données qui met en œuvre des principes un peu innovants, dont des clients ont souffert de vols de données massifs.
Et donc, Snowflake, qu'est-ce qu'a fait Snowflake après cette attaque-là? C'est qu'ils ont rendu obligatoire l'authentification multifacteur. Mais ce qui est intéressant ici de noter, c'est que ça ne l'était pas par défaut. Et pour ceux d'entre vous qui se souviennent chez Google ou Microsoft, il n'y a pas si longtemps que ça aussi, ça n'était pas par défaut. Et on reviendra tout à l'heure sur cette question de la sécurité par défaut qui n'est pas toujours activée dans le cloud et qui est souvent problématique. Bon, des buckets AWS qui permettent de donner l'accès à des données de clients, c'est un grand classique. Et ça fait écho à quelque chose que j'évoquerai tout à l'heure et qui est souvent mal interprété de mon point de vue, qui est le Shared Responsibility Model. Vous savez, le modèle partagé. Hein. C'est-à-dire que là, AWS dit, mais c'est pas de notre faute. Hein. C'est eux, ils ont laissé les instances accessibles depuis Internet. Bon, d'accord, mais vous aviez quand même paramétré par défaut le fait que ce soit ouvert. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, mais j'anticipe un petit peu. Pourquoi, à votre avis, ils font ça comme ça? Pourquoi il y a une tendance naturelle à laisser les choses par défaut ouvertes? Là, je me suis souvent posé la question et finalement la réponse, elle est relativement simple, je pense. C'est qu'en faisant ça, on donne à l'utilisateur, on maximise le fonctionnement du service. Et donc l'utilisateur, il est content. Pour le dire autrement, c'est comme si vous êtes en 777 en route sur une machine, vous êtes content, vous pouvez tout faire. Ouais, mais c'est pas bien. Mais c'est un peu pareil pour le cloud, je pense. C'est-à-dire que lorsque les choses par défaut, la sécurité par défaut est mise en œuvre, ben forcément, on va se retrouver avec des trucs qui ne marchent pas. Et il va falloir aller RTFM pour voir qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on doit éventuellement désactiver pour que ça fonctionne. Ça, c'est assez. Je l'ai mis, c'est relativement anecdotique, mais je l'ai mis parce que ça nous est arrivé à nous. C'est le fait que les adresses IP soient associées à des instances, d'accord? On a des adresses IP associées à des instances. Et puis après, on va changer de fournisseur de cloud, par exemple, mais on va oublier de mettre à jour ces enregistrements DNS. Et là, en l'occurrence, c'est un gars qui monte une instance sur je ne sais pas quel service de cloud, une VM, quoi. Et puis, il met un reverse proxy qui va pointer derrière sur plein de sites. Et puis, quand il regarde les logs, bah, il voit qu'en fait, il a plein de flux entrants, dont du POP3. Alors, c'est pas terrible du POP3, mais en plus, il voit le POP3, quoi. Donc, avec transmission du mot de passe, c'est tout. Et puis, il regarde d'où ça vient. Et puis, en fait, il se rend compte que un précédent utilisateur de cette adresse IP avait oublié de mettre à jour l'enregistrement DNS, de nettoyer ses zones DNS, ce qui a eu pour conséquence que quand ça a changé, le nouveau propriétaire, détenteur ou utilisateur plutôt de cette adresse IP, se retrouvait à retrouver tout le flux du précédent. Et ça, dans mon groupe, ce sont des choses qui nous sont arrivées. Bon, je l'ai testé ce week-end et ça ne marchait plus, mais ça a marché il y a quelques jours. C'est un type qui a développé assez simplement un petit script qui va parcourir GitHub à la recherche de clés d'API AWS valides. Moi, j'en ai trouvé que des invalides, donc j'imagine que la centaine de clés qu'il avait trouvées ont été désactivées. Mais bon, voilà, le truc tourne encore et c'est sûr que ça va arriver à nouveau. Donc, c'est un grand classique de laisser traîner ces clés d'API dans son code, de l'oublier dans un truc de dev qu'on a laissé quelque part. Et puis, ça va permettre à un attaquant ensuite de prendre accès dans le système d'information. Et puis finalement, ce que j'ai raconté est très anecdotique. Et donc, si vous voulez du moins anecdotique, je vous invite tout simplement à aller regarder aller lire plutôt que de regarder, prendre le temps de lire le dernier rapport de l'ANSSI sur l'état de la menace dans le cloud qui liste un certain nombre de choses. Et puis, non seulement il les liste, mais il les catégorise, ce que j'ai absolument pas fait. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit les grandes catégories, les menaces systémiques, les menaces stratégiques. Et ça permet après, nous, en tant qu'acteurs, qui est-ce qu'on est, grande entreprise du public, étudiants, particuliers, qui qu'on soit, ça permet ensuite, nous, de nous situer à peu près dans le type de menaces auxquelles on peut être confronté. Alors, pour commencer par le négatif, pourquoi est-ce qu'on devrait éviter les nuages? Pourquoi est-ce qu'on devrait éviter le cloud? D'abord, le fonctionnel. Est-ce qu'on a toujours besoin de l'ubiquité, de la flexibilité, de la disponibilité que permet le cloud? J'en suis, moi, pas du tout convaincu, pas du tout persuadé. Je pense qu'on a bien sûr une tendance naturelle à surutiliser les choses. C'est une logique qu'on retrouve, par exemple, dans les smartphones. On achète des trucs qui nous permettent de faire des choses absolument incroyables, mais donc qu'on ne fait pas du tout. On envoie des messages à nos amis, quoi.
On joue à des jeux stupides, quoi, mais on n'en fait pas grand-chose. Et c'est un peu la même logique dans le cloud. Donc se poser la question de la fonctionnalité, c'est à mon avis essentiel, y compris la sécurité. Je pense que c'est une erreur de beaucoup de gens qui pratiquent la sécurité de se, comment dire, mettre sur le côté en disant systématiquement qu'ils ne sont que un métier de support. Bien sûr qu'on est un métier de support, mais on participe quand même à l'écosystème de l'IT dans une organisation, dans une entreprise. Et donc, je pense qu'on a notre mot à dire concernant le fonctionnel. Vous verrez que j'ai des arguments pour réduire le fonctionnel lorsqu'il n'est pas nécessaire, mais il y en a un qui est d'ordre sécurité, c'est que réduire le fonctionnel, ça permet de réduire quoi? La surface d'attaque. Hein. Moins on fait de choses, moins on ouvre la surface d'attaque. Ça paraît assez logique. La réversibilité, le voyage aller dans le cloud est souvent relativement simple parce que les éditeurs font tout pour que ce soit simple. Le voyage retour, c'est-à-dire sortir ou changer de cloud, l'est pas toujours. Et puis j'ai ajouté un vraiment parce que dans certains cas, en fait, c'est bien plus simple que ce qui paraît. Mais on anticipe que c'est compliqué. Donc, bon, la question est complexe. Néanmoins, d'expérience dans les entreprises qui ont fait un move to cloud chez un certain éditeur, en sortir est souvent, j'ai constaté, très compliqué ou en changer. Encore plus boîte noire que les logiciels on-prem par nature, par définition, on ne l'a pas chez nous et donc on ne va pas avoir accès aux logiciels ou aux services de la même façon qu'on y a accès lorsqu'on est chez soi. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on a on-prem est toujours clean et clair et ouvert, pas du tout. Mais dans le cloud, c'est souvent moins. Le shared responsibility model dont j'ai mis l'image là, hein, qui, selon le type d'infrastructure que vous allez utiliser, va, disons, lister quelles sont les responsabilités des uns et des autres, en l'occurrence du fournisseur de services cloud et du client, eh bien, il est souvent, parfois, au choix, mal compris dans les organisations. Mal compris à l'origine, lorsqu'on lance un projet. Par exemple, lorsqu'on calcule les coûts que va avoir un service. On va se dire, on va le mettre dans le cloud, du coup, on va pouvoir se passer d'un certain nombre d'informaticiens en interne. Ah, peut-être pas forcément. Ce ne sera peut-être pas tout à fait les mêmes informaticiens. Peut-être qu'il va falloir former des informaticiens. Mais peut-être que si vous êtes dans une des deux colonnes du milieu, il va falloir que vous fassiez encore beaucoup de choses. Et puis on verra tout à l'heure que même sur la colonne de droite, il faut encore faire plein de trucs. La sécurité par défaut n'est pas toujours activée. Je l'ai évoqué tout à l'heure, j'y reviens pas, avec bien sûr beaucoup d'exemples très significatifs. Et puis, ça ouvre à la question, ça ouvrira la question de tout à l'heure. Il y a bien sûr la question de la souveraineté, je pense que tu en donneras probablement une définition tout à l'heure bien meilleure que ce que je pourrais faire moi maintenant, avec la question des données stratégiques, avec la question de à quelle autre zone d'influence ou à quel autre périmètre, disons, juridique, hein, puisqu'il y a un périmètre juridique qui est celui du RGPD, l'Union européenne, et puis il y a la France, l'Union européenne, puis le reste du monde. Et puis dans le reste du monde, il y a des différences, bien sûr. Hein. Les Américains sont des alliés. Ah, est-ce qu'on peut encore le dire? On verra tout à l'heure. Donc tout ça change. Hein, et bien sûr qu'on doit se poser, on peut et on doit se poser la question de à qui est-ce qu'on donne potentiellement accès à nos données. D'ailleurs, mais c'est juste une remarque en passant, pas que vis-à-vis des pays extérieurs. Vous avez peut-être suivi dernièrement des volontés, c'est cyclique, hein, tous les 10 ans ça arrive, les gouvernements veulent mettre des backdoors dans les systèmes de cryptographie. Donc il n'y a pas que les pays étrangers qui veulent accéder aux données, hein. Les gouvernements nationaux le veulent aussi parfois. Apparemment c'est abandonné, je crois. Et puis il y a le problème de la dépendance que j'ai évoqué tout à l'heure. La dépendance à quoi? La dépendance à des monstres. Hein. Et moi je le sens bien. Quand je négocie avec les Microsoft, en fait, je ne négocie pas. À peine les prix. Et ça c'est problématique. C'est problématique parce que un rapport naturel qui peut y avoir entre un client et un fournisseur n'existe pas, n'existe plus. Et ces entreprises-là, je me fais souvent la réflexion, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec un économiste ou un historien de l'économie, ce qui est à peu près pareil. Mais si vous en connaissez, je suis intéressé. Mais je pense que ces entreprises-là, dans les années 30, auraient été démantelées. Du fait de la loi antitrust. Parce que ce sont devenus des monstres. Et d'ailleurs, quand vous avez vu les Bezos,
Zuckerberg, Bezos, Zuckerberg, quel autre il y avait je crois, ouais, mais lui, bon, c'est pas vraiment Haïti, mais je crois que le patron de Microsoft y était pas, mais à l'inauguration de Trump, ils y étaient tous. Google y était aussi, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, Tim Cook, Apple y était aussi. En fait, bien sûr que c'est des gens qui n'ont pas d'honneur, quoi, parce que certains font bon, ils changent très rapidement de point de vue au gré des intérêts. Mais je pense que c'est plus que des intérêts financiers. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux, ce qu'ils craignent réellement, c'est d'être démantelés. Parce que ce sont des problèmes d'ordre économique que ça finit par poser, d'avoir de tels monstres. Et qu'on soit, nous, en tant que clients, dépendants de tels monstres. La conséquence des attaques du type supply chain, c'est-à-dire par chaîne d'approvisionnement, bon, elles ne courent pas les rues, mais quand ça arrive, c'est dévastateur. Hein. C'est-à-dire ce type d'attaques qui vont cibler un fournisseur et qui, par cascade, ricochet, va permettre de cibler tous les clients ou la majorité des clients. Je rappelle ici l'exemple d'Octa, qui est une société qui fait de l'identité et de l'authentification. Et bon, voilà, le bon développeur qui, chez eux, je crois que c'est un développeur ou un ingénieur qui est ciblé par un bon phishing comme il faut, qui se fait voler ses credentials, ses authentifiants, et à partir de là, eh ben, ils remontent la chaîne et ils permettent de récupérer des authentifiants sur des centaines de clients. Donc ça, c'est un risque qui n'est pas courant, mais très probablement augmenté par l'utilisation massive de services du type cloud. Ce qui me fait beaucoup de peine dans cette image-là, c'est que quand je l'ai choisi, je me suis dit, putain, je suis un peu ridicule quand même à droite, et je me suis rendu compte que maintenant, j'étais plus du côté gauche, quoi. Et ça me fait beaucoup de peine, quoi. Et puis, j'ai dit que je ne parlerai pas que de sécurité, l'équation économique, et elle est quand même intéressante parce que vous savez que dans la sécurité est souvent vue comme un centre de coûts, donc on doit quand même se préoccuper un peu des coûts globaux de ce qu'on participe à sécuriser. Et bon, donc je considère qu'on a quand même notre avis à donner concernant les coûts de façon générale. Et oui, le cloud, quand est-ce qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le cloud peut être utile? Il y a un cas de figure dans lequel il n'y a pas de doute. C'est le cas de figure d'un chiffre d'affaires ou d'une activité, si c'est une activité non lucrative, varie énormément. Là, il n'y a pas de doute. Pourquoi il n'y a pas de doute? Parce que tout simplement, le cloud, ce que ça permet de faire, c'est de provisionner et déprovisionner des machines, du service, du compute, du stockage. Vous cliquez sur des boutons, vous avez plus de machines. Alors qu'en vrai, vous devez aller dans un data center puis mettre des vraies machines ou connecter des vrais câbles. Donc là, il n'y a pas de doute. Il n'y a en général pas de doute. Par contre, quand vous avez un chiffre d'affaires ou une activité très stable qui varie peu, alors vraiment la question peut se poser. Quelle question? La question, est-ce que ça va me coûter plus cher ou moins cher d'être dans le cloud? En fait, souvent, ça coûte plus cher. Mais c'est cool. La perte de maîtrise, les FinOps, vous voyez ce que c'est? Je ne sais pas trop ce que c'est, hein, c'est juste un acronyme. Hein. Non, en vrai, ce sont les gens qui sont censés savoir être les maîtres de l'optimisation de la facturation. En fait, ce que je viens d'évoquer. Les FinOps sont des gens qui sont censés savoir comment optimiser la facturation d'un service cloud. Bon, très bien, il en faut, et c'est important. Mais on perd aussi de la maîtrise en termes informatiques. Et quand un incident majeur arrive, eh bien, on se retrouve relativement souvent dans la situation où une équipe sécurité, elle, a conservé des compétences parce qu'on en a besoin, donc des compétences internes, mais on se retrouve parfois un peu sans interlocuteur ou avec un fournisseur de service qui fait l'intermédiaire entre vous et le cloud et puis qui vous répond comme un fournisseur de service. Le shadow IT, c'est-à-dire le fait d'utiliser des services cloud qui ne sont pas validés par les services centraux informatiques et sécurité. Puis j'accélère un petit peu. C'est industrialisé. Alors ça, c'est j'ai mis ça dans le côté, il faudrait éviter les nuages.
Mais en fait, c'est juste l'occasion de vous dire un point de vue personnel concernant le terme industrialisé. Ça fait 25 ans que j'entends ça. Ça fait 25 ans que j'entends il faut industrialiser, il faut industrialiser. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, mais en fait c'est idiot comme mandat de dire il faut industrialiser. Parce que l'industrie, en fait, c'est idiot. Ça dépend qui on est. Si on est un client, eh ben, ça peut être idiot. Pourquoi? Ben parce que l'industrie, c'est bon pour le fournisseur. Mais est-ce que c'est nécessairement bon pour le client? Pourquoi c'est bon pour le fournisseur? Parce qu'il automatise ses processus et puis il augmente sa rentabilité. Mais pour le client, dans énormément de cas, l'industrie a impliqué une diminution de la qualité. Alors, c'est moins cher, mais c'est moins bon. La photo que j'ai mis là, c'est une bulle qu'on a chez nous dans un open space où on peut travailler, on entre, on ferme la porte. Ils l'ont installée et 3 mois plus tard, la table c'est cassé, quoi. Puis quand on regarde là, ben, derrière, on ne voit pas, mais c'est l'espèce d'aggloméré miteux, quoi. Alors évidemment, c'est industrialisé, hein. Ils en ont fait des centaines des comme ça, mais c'est de la camelote. Bon, la transposition, je la fais rapidement à l'informatique. L'industrialisation, c'est pas toujours bon. L'automatisation, oui, ça c'est la raison d'être de l'informatique, d'automatiser. Mais l'industrialisation, ça dépend qui on est. Quand on est Orange, on a intérêt à industrialiser parce qu'on va vendre le même produit à tout le monde. Donc on industrialise et on réduit les coûts, on optimise. Mais quand on est client, est-ce qu'on a toujours intérêt à prendre le même produit standard? Pas toujours. Des fois, un bon artisan va faire du bien meilleur travail qu'un industriel standard. D'ailleurs, les produits de luxe, regardez comment ils sont faits. Est-ce qu'ils sont faits dans des chaînes industrielles comme les produits quelconques? Non. Ils sont faits dans des modèles qui ressemblent beaucoup plus à de l'artisanat. Et ça mériterait une conférence à part entière. La flexibilité, je l'évoquais, la maintenance facilitée, je passe rapidement. Et puis, les éditeurs y obligent. Ce qu'on constate, c'est que bien sûr, les éditeurs, ce qu'ils font, et ça, je le constate depuis plusieurs années, y compris d'ailleurs pour les logiciels de sécurité. Un SIEM, un outil de surveillance, un outil de scan des assets exposés sur Internet, tous ces équipements de sécurité, en fait, souvent, on y va, non pas parce qu'on veut y aller, on va payer plus cher, mais on y va parce qu'on n'a pas le choix. Parce que l'éditeur ne fait plus les montées de versions fonctionnelles et à un certain moment, même plus les montées de versions sécurité sur les versions on-prem. Bah, donc, pas le choix. Ouais, pas le choix. Alors, pourquoi monter dans les nuages? Bon, parce que ça permet la collaboration relativement évident. On perd moins de données. Et puis j'ai mis un petit point d'interrogation parce que quand j'ai mis ça, j'ai montré les slides à deux collègues qui m'ont dit ah ouais, t'en reparleras à je sais plus qui ont perdu je sais plus quoi. Donc c'est pas évident qu'on perd moins de données. En fait, en vrai, j'en sais rien. Donc j'ai mis un point d'interrogation. Mais ce sera pour la discussion de tout à l'heure. La disponibilité, ça c'est probablement vrai, parce que ça permet vraiment d'avoir des logiques de résilience qui n'existent pas dans les logiques on-prem avec des data centers un peu à l'ancienne, probablement. Les services managés qui permettent de se concentrer sur le cœur de métier. Puis là, normalement, vous devez vous dire, mais c'est contradictoire avec le fait de perdre des compétences. Bah oui, c'est un peu contradictoire. Mais la vie est parfois faite de contradictions. Donc, les deux éléments cohabitent et puis il faut voir dans quelle mesure est-ce qu'on vous fait pencher vers l'un ou vers l'autre. C'est industrialisé, pareil. Là, je le mets dans les avantages, alors que j'en faisais la critique tout à l'heure. Par exemple, pour le vulnerability and patch management, c'est-à-dire les mises à jour, ben, c'est sûr que moi, j'ai vu des infrastructures assez impressionnantes où on est habitué à faire un apt update et upgrade pour mettre à jour sa machine. Et puis, de temps en temps, ça va avoir des régressions fonctionnelles. Puis, il faut tester, il faut redémarrer quand ça touche le kernel. C'est un peu ça, c'est la vieille façon de faire, d'accord. Et puis maintenant, il y a des tas d'entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles font plus de mise à jour des machines, juste elles reconstruisent des machines. Et ça c'est quand même assez impressionnant. Moi, j'ai des collègues qui font des mises à jour de sécurité en journée, en prod, parce qu'ils ont des tas de machines les unes à côté des autres, et puis ils les éteignent les unes après les autres, et ils les patchent pas, ils les reconstruisent. Donc oui, ça a quand même il y a quand même des choses assez impressionnantes. La sécurité, puis j'ai mis que les compétences sécurité des acteurs du cloud, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a les équipes sécurité de beaucoup d'offreurs du cloud, dont les grands, sont souvent assez impressionnantes en termes de compétences. Et on a bien sûr un peu de mal à atteindre la masse critique
avec une équipe de sécurité interne. C'est pas pour autant qu'on n'essaye pas de le faire. Puis c'est à la mode. Pour ceux qui connaissent Seguela, je ne peux pas m'empêcher de le citer. Si tu n'es pas dans le cloud à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. Le pauvre, il va rester dans l'histoire pour ça. Et puis j'accélère vraiment maintenant parce que je me donne encore 5 minutes. D'accord? Encore 5 minutes. Donc là, ce que j'ai mis ici, ce sont 4. C'est pas de moi, ça. C'est de Freddy Deuzer, qui a été le patron du CERT de l'Union européenne il y a quelques années et qui listait un certain nombre de points qui, de son point de vue, sont la clé des raisons pour lesquelles le marché du cloud, il est un peu bancal, il est mal foutu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse claire et pourquoi les interrogations que j'ai explicitées tout à l'heure, et puis sans doute d'autres que j'ai oubliées et que vous allez me dire tout à l'heure quand on en parlera. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de doutes et de questions? Et lui, ce qu'il interprète, enfin, les raisons qu'il met en avant sont celles-là. Les régulateurs influencés par les lobbies, ça c'est certain. Le fait que les éditeurs s'organisent par ligne de produit plutôt que de ligne de service. Les contraintes du legacy aussi, il fait qu'on est souvent sur des logiques toujours un peu à cheval. Le move to cloud, par exemple, dans mon organisation, est impossible. Il est impossible de le faire complètement. C'est impossible. On aura encore, je pense, jusqu'à ma retraite, des systèmes on-prem. Et donc, on sera toujours dans des logiques hybrides. Et ce point-là, il est important, je pense, en particulier ici, que je parle à la JSSI, ce point-là. Mais ce n'est pas que ici. Dans toutes les organisations professionnelles ou dans toutes les associations où on parle de cybersécurité, j'ai remarqué que ceux qui parlent sont souvent les représentants, pas toujours, mais souvent les représentants des grosses boîtes qui ont beaucoup de moyens. Et donc, on parle souvent un langage, on manie des concepts où mes collègues d'entreprises ou d'organisations de taille plus limitée me disent mais t'es gentil avec tes histoires, mais nous, on est 3. Comment on fait? Par exemple, sur les trucs que je vais montrer tout à l'heure. Et puis, ces dernières semaines, ça, je ne l'aurais pas mis. Je ne pensais pas la mettre quand j'ai proposé, la présentation, mais l'histoire va très vite. Ça, c'est une fiction qu'a sorti le patron du SIGREF, qui est une organisation professionnelle, où il fait la fiction, il décrit, d'accord, il décrit le fait que les Américains décident d'interdire aux fournisseurs de cloud US de fournir des services au Danemark parce qu'ils veulent récupérer le Groenland. Donc c'est une fiction, mais elle tient la route. C'est pas un scénario inimaginable. Mais il y a ça aussi. Et ça, c'est pas non plus un scénario inimaginable. Et puis, évidemment que c'est un bouffon. Mais c'est un bouffon qui cause du tort fondamental au monde. C'est quand même un type qui soutient l'AfD, c'est-à-dire les néo-nazis en Allemagne. Donc on ne peut pas faire comme si c'était rien. Et puis ça c'est beaucoup très sérieux. Hein, ce n'est pas du tout bouffon, c'est très sérieux. Ce sont les Américains qui viennent en Europe dire « vous nous emmerdez avec la régulation. Il y a trop de régulation. Ça empêche le business. » Sous-entendu, ça empêche de continuer à développer nos logiques, quelles qu'en soient les conséquences. Donc ce que ça change, je reviens sur ce slide-là en ajoutant les points en rouge. Hein. C'est-à-dire que ça met en lumière des questions de confiance vis-à-vis d'un pays qui a été, qui est, qui n'est plus. On verra, les temps à venir le diront. Un allié, l'est-il encore? Soutenir l'extrême droite en Europe, c'est quand même quelque chose. Hein. Est-ce qu'on peut considérer un tel pays comme un allié auquel on va acheter des services de cloud comme on le fait? En fait, on n'a pas trop le choix puisqu'on l'a tous fait. Qui utilise du 365 ici? C'est pas tant que ça, c'est bien. Et puis, des questions éthiques, évidemment, que je me refuse, moi, à évacuer. Hein. C'est trop facile de dire « Ah, mais moi, je fais que de la technique. » Non, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait aussi. Donc, ça change quelque chose quand même. Alors, les transferts hors zone RGPD,
Safe Harbor, Privacy Shield, et puis ensuite, en gros, ce sont des accords multilatéraux entre l'Europe et les États-Unis, d'accord, pour, en fait, quand on prend un peu de recul, si je ne me trompe pas, ce sont des accords qui permettent de dire, OK, en fait, avec les Américains, on va dire que le RGPD, ça ne compte pas. Mais ça, c'est mon interprétation, je ne suis pas juriste. D'accord. Mais enfin, le premier a été annulé, le deuxième a été annulé. Ils étaient en train de négocier le Data Privacy Framework. Et puis là, la lettre que je mets à droite, c'est un type de la Commission européenne qui écrit à un autre type de la Commission européenne en lui disant dites, maintenant que les Américains ont supprimé les postes des gars qui donnaient leur accord à l'autorisation des accès FISA, c'est-à-dire les Américains peuvent demander aux fournisseurs de cloud l'accès aux données de leurs clients. Mais ça, c'est quand même supervisé par une, une, une entité, mais ils les ont virés. Donc le type de la Commission européenne dit est-ce que le Data Privacy Framework est toujours valide maintenant qu'ils ont viré l'autorité qui permet en principe de réguler les accès? Bon, on verra. Hervé, j'ai mis tes remarques concernant le fait que voilà, le FISA, le 702, la réalité, c'est que j'ai découvert le 702, je ne savais pas que ça s'appelait 702. Alors finalement, il y a un aspect essentiel que je n'ai pas évoqué, c'est la consommation énergétique. Je voulais l'évoquer aussi parce que ça semble important, parce que le cloud peut être un facteur important pour réduire la consommation électrique, parce que tout simplement, on mutualise et on fait marcher les machines à plein. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça parce que, par exemple, 2 tiers de la consommation électrique se passe pas, jusqu'à 2 tiers de la consommation électrique n'est pas dans le data center, mais côté client, le nombre de devices connectés, et puis côté réseau. Par exemple, si vous êtes en cloud, vous avez un 365 sur votre smartphone, là, il va pouler tout le temps. D'accord. Alors que si vous ne l'êtes pas, va peut-être falloir monter un VPN pour récupérer vos mails, ou ça va être beaucoup plus soft en termes de consommation. Et puis le data center, ça dépend où il est. Hein. S'il marche avec de l'énergie renouvelable, du nucléaire, du charbon, tout ça, c'est très différent. Et puis la dernière chose, il y a l'effet rebond aussi, qui est que quand quelque chose n'est pas coûteux en termes énergétiques, il en vient à être beaucoup plus utilisé et finit parfois par être beaucoup plus contre-productif que ce qu'il aurait pu être. Quelques références. Alors, reste à déterminer si on doit aller dans le cloud, lesquels, comment exactement, pourquoi y faire. Qui connaît le spaghetti volant? Pas beaucoup d'amateurs. Allez regarder sur Wikipédia le pastafarisme. Si vous retenez une chose de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est pastafarisme. Le pastafarisme? Oui, ça peut. Oui, c'est vrai. Penser service et pas produit. Pas nécessairement les US pour le choix de cloud, quitte à réduire les exigences fonctionnelles. Peut-être qu'on peut se contenter d'un peu moins, mais pas de l'américain, ou pas du chinois, ou pas du russe, je sais pas. Par défaut, retirer la responsabilité de la sécurité aux utilisateurs, c'est plutôt une bonne pratique. Si possible, chiffrer les données localement, c'est pas toujours possible, hein, mais si c'est possible. La classification, la maîtrise des données. La classification, c'est important parce que c'est ce qui peut permettre de déterminer comment on va traiter les données. Embaucher et former. Ici, j'ai mis le système de classification que nous, on a conçu en interne chez nous, mais je passe rapidement dessus. Il y a une chose intéressante ici, c'est que vous voyez que pour les données secrètes et confidentielles, on n'a pas fini. Hein. On est encore au milieu du gué, et on a mis ici à valider par le COMEX. En fait, on n'est pas encore sûr de comment on va se faire ça. Mais quoi qu'il en soit, ça, c'est un boulot qu'il faut faire. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas moyen de savoir quel type de données vous allez mettre où et sur quel type d'offreur, quoi. Donc ça, c'est la grille qui en découle après. La stratégie de sécurisation, je cite rapidement le CIS Controls. De mon point de vue, c'est le meilleur framework de sécurité de façon générale, et puis pour le cloud en particulier. Les recommandations de l'ANSI, le CLISIF dont on parlera tout à l'heure, dont je mets même ici des extraits in extenso. En gros, ils définissent des critères, 15 critères de souveraineté, et ils définissent ensuite une sorte de méthodologie qui permet de déterminer
ce qu'il en est de la criticité de nos données et quel type de cloud est-ce qu'on peut utiliser en conséquence. Voilà, je vous remercie. Vous remarquerez que j'ai réussi à ne pas parler d'intelligence artificielle ni de chiffrement homomorphe. Et ça, c'était un grand challenge. Merci beaucoup et voilà.